Recording is on. Bonjour, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux, vous écoutez Modeste Schwartz. Je ne parle d'ailleurs aujourd'hui pas seulement aux post-occidentaux, c'est un format un peu nouveau. Bon, j'ai quand même donné à cette conférence un numéro dans la série Entendu à Budapest, ce sera le numéro 50, puisqu'il s'agit finalement, selon le programme de cette série, de relayer des informations en provenance du monde de langue hongroise, des informations bien entendu intéressantes aussi pour un public international et notamment francophone. Cela dit, le format est un peu nouveau. Je compte charger cette conférence sur ma chaîne YouTube où elle restera publique pendant un certain temps, probablement pas ad aeternam, mais pour un certain temps, le temps pour des gens qui ne nous connaissent pas encore de se faire une idée des travaux de la communauté post-occidentale. Et puis elle sera retirée, probablement placée dans la section privée du blog, de mon blog Substack, étant donné que le but n'est toujours pas de convertir la communauté post-occidentale au journalisme dissident, à la réinformation ou autres menus artisanats du pigeonnage en ligne. Voilà. Donc, il s'agit de parler de ce discours qu'a prononcé le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, il y a maintenant 3 jours, donc le dimanche 7 septembre, à Köcse. J'ai sous-titré, vous voyez, l'épisode Orban met l'eurocratie à poil. Alors, commençons par démystifier ce toponyme de Köcse. Alors, Köcse, c'est tout simplement un village, vous voyez, un peu moins d'une dizaine de kilomètres au sud du lac Balaton, donc en plein milieu de la Hongrie, à un peu moins de 100 kilomètres de la capitale Budapest. Et c'est l'endroit où depuis déjà au moins 2 décennies, j'ai pas vérifié la date de début de l'événement, mais moi, pour aussi loin que je me souvienne, c'est la déjà traditionnelle réunion de rentrée du camp de la droite hongroise, du camp de Viktor Orban, donc avant tout son parti à lui, le Fidesz, hein, tient donc donc début septembre, un pique-nique, voilà, le pique-nique de Köcse, qui est un peu, ce sont les retrouvailles de rentrée, donc du camp national, appelons-le comme ça, hongrois. Et effectivement, là, comme exceptionnellement, le discours de Köcse a été public, a même été transmis en streaming, y compris sur certains postes de télévision proches du régime. Et au montage, on changeait de temps en temps les plans, et il y avait quelques caméras orientées vers le public, et comme on pouvait s'y attendre, la crème du Fidesz se trouve dans l'auditoire. Donc voilà, c'est vraiment le chef qui harangue ses troupes à la veille, disons, d'une nouvelle saison politique, de la rentrée d'automne. Alors, j'ai précisé que cette année, le discours avait été public. Ça, en revanche, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté probablement due au contexte de campagne électorale dans lequel on se trouve en Hongrie. Les Hongrois, dans 7 mois, vont voter, donc vont avoir des législatives, ce qui sont les élections les plus importantes, en fait, les seules qui aient vraiment une importance nationale chez eux, puisque c'est un système parlementaire. Donc, concrètement, Viktor Orban, à travers son parti, sa coalition plus exactement, Fidesz et KDNP, va remettre en jeu son mandat. Et la course s'annonce depuis 1 an, mais surtout 6 mois. On a vraiment l'impression que ça devrait être un résultat plus serré que d'ordinaire. En tout cas, ça c'est à peu près sûr, peut-être même franchement serré. On le saura dans 6 mois. D'où probablement
cette décision de transformer ce qui était traditionnellement un événement interne du camp national en une opportunité de communication à l'échelle nationale. Et au cours de ce discours, c'est pour ça que j'en parle, sinon je vous fatiguerai pas avec ce discours de Köcse. On a aussi entendu donc dans la bouche de Viktor Orban certains propos que moi je trouve intéressants, même pour des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique hongroise. Voilà, je ne spoil pas trop, je pense, en annonçant qu'il s'agit de la guerre, de l'Ukraine, des rapports entre Russie et Occident, etc. Mais on va y venir. Donc, le discours de Köcse, pour l'instant, n'a pas eu, à ma connaissance, d'échos internationaux. C'est-à-dire, j'ai pas entendu de journalistes, d'organes de presse d'une certaine importance, ou même d'influenceurs, par exemple, au sein de la dissidence illibérale francophone, dont Orban constitue pourtant une icône. Bon. Mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Il n'y a pas, à ma connaissance, de traduction du discours. Il y a une sorte de résumé de traduction qu'on trouve sur cette page. Vous voyez, je mettrai évidemment en description le lien. C'est une page qui relève du gouvernement hongrois. Vous voyez, vous avez les armes de la Hongrie ici. Je ne sais pas si on voit ce que je... Attendez. Voilà, ici, vous voyez, vous avez les armes de la Hongrie, voilà. Donc, c'est une page consacrée à l'activité du Premier ministre, et comme c'était tout de même une apparition publique du Premier ministre de l'État hongrois, bon, il est assez normal que cette page reflète, si vous voulez, le discours. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'y trouve pas ni une transcription, ni une traduction complète du discours, mais quelques extraits, comme ça, vous voyez, un résumé traduction en anglais, franchement centré sur les aspects de politique intérieure du discours. Ce qui n'est pas totalement, biaisé ou distorsionné, dans la mesure où effectivement il y avait au moins 50% de ce discours, c'est bien pour ça qu'ils l'ont rendu public, c'est bien pour ça qu'il a été streamé, qui portait avant tout sur la campagne, donc sur le tête-à-tête du Fidesz et du nouveau parti TISA, qui était d'ailleurs venu par provocation tenir son propre événement de rentrée aussi à Köcse, vous voyez, alors que c'est un village, donc ils avaient le choix, si vous voulez, entre quelques bonnes dizaines de grandes villes en Hongrie et quelques centaines de villes plus petites. Non, ils sont allés évidemment sous le nez d'Orban pour provoquer. Bon, mais à la rigueur, c'est de bonne guerre. Bon. Un discours de Köcse, d'ailleurs, au cours duquel Orban ne se prive pas d'ironiser sur son concurrent, donc Péter Magyar, le chef du parti TISA, traité de petit coq, par exemple, mais de petit coq qui ne risque pas tellement de devenir un grand coq, etc., etc. L'appréciation le lendemain des analystes politiques hongrois, même de ceux qui essayent de cultiver une certaine neutralité, bon, était en général que la prestation d'Orban a été beaucoup plus convaincante que celle de Magyar. De toute façon, c'est généralement le cas. Il y a une vraie différence d'envergure, de calibre entre les deux politiciens et les deux orateurs. Orban n'est pas très bon en débat, mais c'est un très grand orateur. Donc on pouvait s'y attendre. Et donc il n'est pas non plus si surprenant que ça, si vous voulez, c'est pas forcément une manipulation ou une dissimulation de voir ce site donc gouvernemental proposer un résumé traduction qui fait quand même un peu l'impasse sur les aspects internationaux ou disons il fait de très brèves allusions bon, qui révèle pas grand chose. Bon, donc c'est un peu mis, voilà, c'est un peu occulté, mais comment dire, ça vient aussi tout simplement du fait qu'effectivement, au moins en politique nationale, le but de rendre la diffusion de ce discours, qui est d'ordinaire un discours à huis clos, était un but de politique nationale. Orban, dimanche dernier, n'a absolument pas cherché à faire passer des messages internationaux.
Et d'ailleurs, si vous voulez, si je n'existais pas, effectivement, aucun message ne passerait vers aucun public d'une langue autre que le hongrois, dans la mesure où, bon, et là aussi, hein, il faut pas y voir forcément de volonté de dissimuler des informations peut-être un peu contradictoires avec un récit adopté précédemment. Vous voyez, non, je pense simplement que les gens qui, par exemple, en France, ont pour habitude, voire pour métier éventuellement rémunéré, hein, de relayer la parole d'Orban, bon, ils ont pris l'habitude, par exemple, toujours de relayer le grand discours programmatique de Touchnad, qu'il prononce généralement vers le milieu de l'été, première semaine d'août, premier jour d'août, en fait, voilà. Donc, au cours de ce festival qui se tient sur le territoire roumain au pays Sicule. Donc ça, c'est un discours qui est public pratiquement depuis le début, dont la thématique dominante est le plus souvent une thématique internationale. Donc là, à Touchnad, Orban est attendu au tournant, hein, par ses ennemis comme par ses amis, et alors que Tché, encore une fois, jusqu'à la semaine dernière, hein, c'était censé être un pique-nique à huis clos du Fidesz. Donc voilà, on ne peut pas non plus tellement en vouloir, si vous voulez, aux médias étrangers d'avoir laissé un peu ce discours de Tché leur filer sous le nez. Encore moins aux médias français d'ailleurs, étant donné l'actualité assez chargée qu'on a en ce moment en France. Voilà. Alors, sur la page suivante, vous avez une copie d'écran, hein, donc de la retransmission, enfin de la vidéo sur YouTube de la transmission en direct, voilà, sur cette chaîne proche du régime, la chaîne Hir TV. Vous voyez ici, vous voyez, et le veut dire live, hein, donc transmission en direct. Ici, donc, ouverture de la saison politique, hein, Politikoi Evodnito, et en dessous, voilà, le discours à Kecse du Premier ministre Viktor Orban. Hein, en hongrois, c'est l'inverse, on donne d'abord le nom de famille, ensuite le prénom. Bien. Et vous voyez un Orban bien bronzé, hein, retour de vacances, et souriant, hein, avec un beau sourire carnassier. Hein, il est venu pour dévorer tout cru Peter Magyar avant le dîner, donc en apéritif, si vous voulez. Et effectivement, il y a quelque chose, si vous voulez, un peu de la complicité, de la bonhomie de ces pique-niques, hein, entre camarades, hein, de ces pique-niques à huis clos, qui malgré tout semble avoir. Alors, est-ce que c'est involontaire? Est-ce que c'est juste la force de l'inertie? Vous voyez, les lieux qui créent une atmosphère. Ou est-ce que ça a été mis en scène? Donc, connaissant le machiavélisme d'Orban, moi, je parierais toujours, dans un premier temps, sur la mise en scène. Bon. Mais toujours est-il qu'effectivement, si vous comparez l'ambiance, hein, de ce discours, les mimiques, etc., à ces grands discours publics habituels, c'était d'une certaine manière un peu plus détendu, vous voyez, et il faisait montre de jovialité, une jovialité qui est peut-être en partie jouée, hein, notamment vers la fin du discours. Il y a quand même eu notamment quelques appels à la mobilisation, où je pense aussi pour faire comprendre quand même à son public que bon, l'échéance de 2026 est importante, il y a un vrai risque et que donc il faudrait pas s'endormir. Bon, et là on le voyait quand même un peu plus tendu, hein, c'était pas l'Orban souriant que vous avez ici à l'image. Alors venons-en maintenant aux aspects de ce discours que moi, si vous voulez, j'ai été surpris de ne pas retrouver dans la réinfosphère de tendance illibérale en langue française, par exemple, hein, donc les groupies d'Orban, si vous voulez, en France, ce sont des propos, comment dire, vraiment faits pour caresser dans le poil un tel public.
ou du moins le public de ces officines. Et donc, bon, bah, j'étais presque surpris, vous voyez, le lendemain, de pas les retrouver. D'autant plus que là, ce sont donc des citations, si vous voulez, que, à peut-être une exception près, mais que ça se retrouve dans le résumé traduction en anglais. Donc là, on n'a pas besoin de comprendre le hongrois pour avoir accès à donc ces petites phrases qui semblent, si vous voulez, confirmer. Donc là, c'est Orban persiste et signe. Donc le narratif, le discours, notamment vis-à-vis de la question ukrainienne, qui a été celui du Premier ministre hongrois depuis maintenant déjà 3 ans. Donc la Russie a remporté une victoire militaire, mais aussi que les Occidentaux n'ont pas réussi à faire tomber le poutinisme. Et là, ça ne se trouve pas dans le résumé de traduction, mais dans le discours, il rappelle à son public donc cette intervention à l'époque de Joe Biden à Varsovie, me semble-t-il. Il cite même en anglais Biden, quand Biden a dit « Putin must fail ». Donc Poutine doit échouer et doit tomber. Alors, bon, quand bien même ça aurait été relié, avant que je m'en occupe, ce que le fan club francophone d'Orban n'aurait pas forcément relevé à ce point, c'est dans quelle mesure ces deux affirmations sont alors pas contradictoires, mais quand même différentes, divergentes. Dire que la Russie a remporté une victoire militaire, ça n'est pas exactement la même chose que de dire que de constater, si vous voulez, cette victoire politique qui consiste pour Poutine à être toujours en place, en dépit du bras de fer avec l'Occident. Notamment parce que on pourrait très bien imaginer, à mon avis c'est le cas, que si vous voulez, il y a effectivement une victoire politique qui est celle de Poutine et de son système, mais est-ce que ça constitue vraiment pour autant une victoire de la Russie au sens d'État russe et encore moins de la société russe, vous voyez, c'est-à-dire est-ce que ça valait le coup, vous voyez, juste pour garder Poutine. Après sa gigantesque gaffe de février 2022, est-ce que ça valait le coup de payer autant en vie humaine, en perte économique? Bon, ça c'est une grande question qui restera ouverte, je pense, encore pendant assez longtemps, et puis finalement ce sera aux Russes d'y répondre. Mais bon, je fais juste cette petite remarque au passage. Et puis, alors, la phrase suivante qui est vraiment faite pour donc de la musique pour les oreilles du souverainisme français. Si le budget de l'UE pour 2028-2035 est adopté, ça aura été le dernier budget de l'UE. Donc ce budget du septennat budgétaire de 28-35, sur lequel on travaille en ce moment dans les institutions européennes. D'ailleurs, on n'avance pas trop. Voilà, donc Orban, si vous voulez, m'a prédit la fin de l'explosion de l'UE. Alors cette phrase-là se retrouve dans le résumé traduction, alors que ce qu'on n'y retrouve pas, par exemple, c'est que si vous écoutez le discours, vous vous rendez compte que juste après, il se reprend, il dit oui, alors ce sera le dernier ou peut-être l'avant-dernier. Alors l'avant-dernier, ça voudrait quand même dire que l'Union européenne existerait encore en 2042. Ou du moins en 2041, si vous voulez. C'est pas non plus tout à fait des prévisions apocalyptiques, surtout que d'ici à 2041, il peut quand même se passer beaucoup de choses. Voilà. Et puis, donc, cette affirmation qui ira droit au cœur des brixolâtres, c'est pour ça que je m'étonnais vraiment j'ai vérifié, d'ailleurs, je suis allé regarder les réseaux sociaux de Monseigneur Husson, pontife du tiers-mondisme français. Non, il n'a pas repris. Vous voyez, Orban disant donc que, en imaginant que la Russie va se retourner contre la Chine, on se fait des illusions, car les structures économiques de ces deux pays sont complémentaires et non concurrentes. Alors ici, je ferai simplement remarquer que la vision du monde sous-jacente à une telle affirmation, c'est que, si vous voulez, il peut pas y avoir de tension entre économie extractive et économie productive. Vous voyez, donc les fournisseurs ne font pas la guerre aux transformateurs.
Bon, ouais. Faut quand même voir que toute l'histoire du colonialisme et des guerres de décolonisation, c'est des révoltes d'économie extractive, hein, de petits propriétaires plutôt que d'ouvriers, hein, d'ailleurs, mais les petits propriétaires, hein, si on pense à la famille Castro, par exemple, à Cuba, hein, de plantations contre les acheteurs, hein, contre, par exemple, l'industrie sucrière américaine. Bon, ça revient en quelque sorte à poser en axiome donc l'idée que l'oligarchie moscovite, notamment, va se contenter, hein, de ce rôle de station-service de la Chine, hein, qu'en fait, eux, ça leur va. Hein. Bon, peut-être. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, effectivement, Orban a probablement raison. Il n'y a pas de raison pour qu'il se fasse la guerre. Sûrement pas de raison territoriale, hein, comme l'affirme toujours cette propagande un peu idiote, vous savez, avec la Sibérie, les Chinois qui sont si nombreux, la Sibérie qui est vide. Oui, d'accord. Et alors, bon, la nationalité, si vous voulez, exacte des gens qui vont abattre les forêts de Sibérie, est-ce que c'est si important que ça? De toute façon, une fois que ce sera abattu, il ne faut pas s'imaginer que ça va prendre d'autres directions que celle de la Chine, hein, puisque de toute façon, c'est l'usine. Et en plus, elle est juste à côté. Hein, bon, voilà. Donc bon, pourquoi est-ce que les Chinois ressentiraient le besoin de contrôler politiquement et donc, par exemple, militairement ces territoires enfin, je le vois pas trop. Bon, donc bon, tout ça, c'est la géopolitique du 19e siècle. Hein, c'est les vieilles lunes. Bon. Alors vous me direz, c'est de ça qu'on parle dans 75% de ce qu'on appelle le débat, de l'analyse. Vous voyez, oui, je sais bien, mais enfin bon, bah, tant pis pour eux. Bon, donc bon, laissons ça ouvert. Et venons-en donc au pavé dans la mare, hein, ce qui moi m'a décidé à vous parler de ce discours de Colchaï. C'est le moment, alors là, qui ne se retrouve absolument pas, hein, ou alors une vague allusion comme ça à l'endettement commun, mais on peut vraiment pas dire que ça a été reflété par le résumé traduction mis en ligne en anglais. Hein, donc par le gouvernement hongrois. Et c'est ce moment, donc là, si vous voulez, je dirais qu'au moins en langue française, c'est un scoop, où vous entendez Orban expliquer de but en blanc, hein, que l'Ukraine, lui il dit ça comme ça, donc ce qu'il veut dire par là, c'est la guerre contre la Russie ou contre Poutine, hein, c'est une grande question. Donc si vous voulez, l'entreprise ukrainienne des Occidentaux, le moment où Orban explique à son public que cette entreprise n'est pas une fin en soi, mais un moyen. C'est-à-dire ceux qui s'imaginent que leur but c'est de faire tomber Poutine, de démembrer la Russie, de que sais-je. Et alors malheureusement ça coûte un pognon de dingue et on est en train de, voyez, à cause de l'incompétence, vous savez, hein, le mot-clé du courrier des boomers, l'incompétence de nos dirigeants. Hein, ce sont des gens qui s'identifient généralement vous me direz, ils ont peut-être voté pour eux dans le temps, donc pourquoi pas. Mais voilà, et donc voilà, ils auraient tellement aimé, vous voyez, arriver à Moscou, si vous voulez, et simplement il se trouve que ça coûte un pognon de dingue et que donc on s'endette, on s'enfonce dans le précipice, dans le gouffre de la dette. Bon, non, évidemment, c'est exactement le contraire. Le but, c'est l'endettement. Et plus exactement, l'endettement commun, communautaire. Essayer de faire en sorte que ce soit de plus en plus la Commission européenne, qui est aujourd'hui concrètement le gouvernement de l'État européen, qui existe d'ores et déjà, puisqu'il s'endette. Je rappellerai, je mettrai un lien vers mon texte qui a déjà bien un an, je crois, où j'expliquais que arrêtez de menacer, si vous voulez, de fédéralisation de l'Europe ou que sais-je. L'État européen existe. Il existe maintenant. Ça fait un bout de temps qu'il existe. C'est pas une nouveauté. Bon. C'est ce que donc Orban appelle le moment hamiltonien de l'Union européenne, des eurocrates. Alors c'est là qu'on voit que Orban, effectivement, est une personnalité vraiment exceptionnelle parmi les chefs de gouvernement et d'État européens actuels. C'est quelqu'un qui s'informe, se cultive, qui lit énormément.
hein. Et effectivement, ce moment hamiltonien, si vous voulez, ça n'est pas une théorie complotiste, ça n'est pas... Non, non, allez sur Wikipédia, hein, le très complotiste Wikipédia, vous voyez, moment hamiltonien, c'est du point de vue des euromondialistes, si vous voulez, non seulement ça n'a rien d'un secret, mais eux, ils en sont très fiers et très, on milite, si vous voulez, hein, des gens comme Quatremer, hein, forcément, comme Alain Madelin, vous voyez, parlent ouvertement le moment Hamilton, hein, le moment hamiltonien. Alors pourquoi parce que ça a été effectivement le moment de la constitution de l'État américain, hein, donc parallèlement, si vous voulez, à la guerre d'indépendance, hein, où donc sous la direction du président Hamilton, hein, ces États confédérés qui, à ce moment-là, étaient encore véritablement indépendants les uns des autres, hein, on finit par constituer un État pour la simple raison qu'ils se sont endettés en commun. Hein. Et donc cette idée que les États-Unis d'Europe vont se constituer en État, ou plus exactement se constituent d'ores et déjà en État, hein, de la même manière que les États-Unis d'Amérique, voilà, si vous voulez, c'est quelque chose que Orban n'a pas eu à... Vous voyez, il n'est pas allé chercher ça... à des conférences de l'Institut Iliade, non, c'est sur Wikipédia, et ça se retrouve dans le discours de gens, si vous voulez, de grands pontifs du mondialisme, comme Madelin. Bon. Donc, alors, il faut se rendre compte à quel point, si vous voulez, c'est pour ça que je parle ici d'une synthèse, hein, il faut se rendre compte à quel point Orban fait ici de l'équilibrisme idéologique. Hein. Pour s'en rendre compte, il faut un peu situer dans la perspective. Et il faut savoir, donc, la Hongrie a des législatives l'année prochaine, donc en 2026. Ce sont des cycles de 4 ans. Hein, les précédentes avaient logiquement eu lieu en 2022, juste après le déclenchement, hein, de la guerre en Ukraine. Et le camp d'Orban les avait gagnés haut la main, déjà à l'époque contre toutes les prédictions. Hein, on l'annonçait affaibli, notamment par le covidisme, notamment par l'inflation qui avait d'ores et déjà commencé. Hein. Ensuite, on l'a mise sur le dos de l'Ukraine, mais voilà. Et finalement, ils s'en sont très très bien sortis en adoptant. Alors, est-ce que c'est grâce à la stratégie de campagne qu'ils ont adoptée? Je pense en grande partie. Dans quelle mesure, ça c'est très difficile à préciser, mais toujours est-il que c'est une stratégie qui rétrospectivement semble avoir été gagnante, hein, et c'était de se transformer, si vous voulez, de transformer le camp national hongrois en camp de la paix. Hein. Donc depuis, Orban se présente, son propre appareil de propagande le présente régulièrement, aux côtés d'ailleurs du pape, alors François à l'époque. Maintenant il faut voir le nouveau s'il se lance aussi dans ce genre de truc. Bon, comme le principal visage du camp de la paix. Bien. Et donc là où ça devient, je dirais, un peu coton, c'est que après 3 ans consacrés à dire soutenez-moi parce que sinon les fous du camp euromondialiste. Alors à l'époque, il faut dire que ça incluait l'administration Biden à Washington. Hein. Depuis, il y a un petit problème, c'est que en principe, maintenant à Washington, il n'y a plus d'euromondialistes. Hein, et effectivement, je dirais que Washington, maintenant sous Trump, n'est plus contrôlé directement par Davos. Hein, là-dessus, on est d'accord. Hein, on a la même analyse, si vous voulez, moi et Viktor Orban. Bien, et donc après 1 an à expliquer que la guerre est à nos portes. Vous l'entendez dire que oui, vous savez, finalement, on a l'impression qu'il lit trop de Modeste Schwartz, hein, que oui, vous savez, l'Ukraine, c'est avant tout un prétexte. Hein. Alors, est-ce qu'il en vient vraiment à reconnaître que l'Ukraine est un prétexte? En fait, non. Hein. En fait, non. Et donc, autre problème, c'est que présenter, si vous voulez, les agissements actuels, hein, de l'eurocratie comme un moment hamiltonien, le risque, si vous voulez, c'est celui de la démobilisation. Parce que, vous voyez, un grand problème, c'est que son public, donc le middle management, hein, vous voyez, la chevalerie, hein, du Fidesz, ce sont des gens qui ont quand même suffisamment de connaissances historiques. Voilà, ils ont probablement remarqué que les États-Unis existent. Hein, c'est-à-dire que le moment hamiltonien, dans le cas des États-Unis d'Amérique, ça a fonctionné. Bon. Et donc, si ça a fonctionné en Amérique, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas en Europe?
hein. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, si vous voulez, de jouer les souverainistes, les troubles-fêtes, etc., alors que bon, bah, le truc est en train de se solidifier, quoi, hein, donc, vous voyez. Et évidemment, Orban se garde bien de suggérer que cette entreprise, donc, si vous voulez, de ce remake du moment hamiltonien à la sauce Bruxelles, serait destiné à être couronné de succès, hein. Lui, tout au long de son discours, semble plutôt partir du principe que tout ça est condamné à l'échec, hein. Alors, il a plusieurs arguments, hein, où on peut repérer, on peut lire divers arguments dans son discours. Le principal, je pense, est dans la continuité, hein, donc de ce récit orbanien des 3 dernières années, et c'est le risque de guerre, hein. Et donc il dit explicitement, voilà, on s'endette pour l'Ukraine. Le but, c'est d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, mais l'Ukraine faisant partie de l'Union européenne, ben, c'est se placer à quelques millimètres, hein, d'une guerre, donc entre l'Union européenne et la Russie. Alors bon, moi je trouve que ça fait quand même beaucoup de raccourcis, hein, puisqu'il fait mine d'oublier que dans l'Union européenne il n'y a pas d'article 5. Que donc, évidemment, la grande question, c'est pas celle de l'adhésion d'un point de vue militaire, hein, stratégico-militaire, c'est pas celle de l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, mais de son adhésion à l'OTAN. Bon, et là, comme par hasard, dans tout le discours, il ne prononce pas une seule fois le mot OTAN, hein, ça a disparu de l'horizon de... Bon, voilà. Et puis, surtout, il fait l'impasse sur tout un tas, disons, de scénarios alternatifs, hein, donc notamment sur le fait que, à mon avis, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE n'est pas le seul scénario rendant possible le moment hamiltonien, hein. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer que, par exemple, du fait du veto hongrois, ou en se servant du veto hongrois plutôt comme d'un prétexte, à mon avis, mais que les Européens continuent à faire traîner, si vous voulez, la question de l'adhésion de l'Ukraine, que d'ailleurs on reste dans un espèce de ni paix ni guerre comme ça, avec peut-être une espèce de vague cessez-le-feu ou de cessez-le-feu partiel, vous voyez, cessez-le-feu aérien, allez savoir. Et que en quoi est-ce que ça empêche les Européens de continuer à déverser du fric dans l'Ukraine, que ce soit à titre de dépenses militaires ou civiles, hein, ou simplement pour maintenir à bout de bras l'État ukrainien. On le fait depuis 3 ans, alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on continuerait pas à le faire, hein? Qu'est-ce qui a empêché jusqu'à présent les eurocrates de le faire? Je vois pas très bien. Bon, donc là déjà, je dirais que son argumentaire boite un peu. Et puis alors surtout, quand même, on a l'impression qu'il n'a pas entendu parler, vous voyez, c'est quand même, pour un homme aussi bien informé, c'est un peu curieux, c'est que la Russie ne s'oppose pas à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Elle ne s'y est d'ailleurs jamais opposée, hein. Ou si vous voulez, peut-être au moment du Maïdan, quand la question, mais même à l'époque, le discours des Russes, c'était écoutez, ne faites pas d'exclusivisme, vous voyez, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'appartenance à notre espace économique devrait être, alors vous me direz c'est une fausse naïveté, hein, bon, mais voilà, toujours est-il qu'on ne trouvera, même à l'époque, hein, vous ne trouverez pas de déclaration du type si l'Ukraine adhère à l'UE, nous on fait la guerre. Hein. C'est toujours de l'OTAN qu'il a été question dans ce contexte, jamais de l'UE. Hein. À un moment, il faudra quand même tordre le cou à ce mythe, si vous voulez, on va dire du souverainisme de comptoir, qui consiste à faire croire que Poutine serait un adversaire de l'Union européenne. Hein, ça serait quand même bien la première fois qu'un ami de Henry Kissinger serait opposé à une institution multilatérale ouvertement mondialiste. Hein, ce serait quand même curieux. Voilà. Ensuite, Orban fait aussi remarquer que, alors ça aussi, on pourrait le lire comme une sorte d'explication, hein, de son pronostic apparemment pessimiste concernant ce moment hamiltonien dans le cas de l'Union européenne. Il fait remarquer que la destruction de l'État-providence suscite une contestation croissante et que cette contestation oblige les eurocrates
à se conduire de façon de plus en plus antidémocratique. Et là, il cite le cas de Marine Le Pen, empêchée de se présenter en France du fait d'une sorte de peine accessoire dont l'applicabilité n'attend même pas que le jugement ait été confirmé en seconde instance, etc. Ce qui, bon, effectivement, ce sont des énormités juridiques. Bon, donc voilà, il fait remarquer que bon, le pluralisme est en sursis, semble vivre en sursis en Europe occidentale. C'est un fait. Bon, là, moi, j'aurais tendance à lui répondre que est-ce que là aussi, on n'est pas en train d'inverser l'ordre, si vous voulez, des causes et des conséquences, ou plus exactement des causes et des buts. C'est-à-dire que, exactement comme avec l'opération ukrainienne et l'endettement, est-ce qu'on est bien sûr que la suppression du pluralisme n'est pas un but de l'opération? Je trouve que ça mériterait quand même vérification. Et alors, parce que si jamais c'est un but de l'opération, bah, par définition, c'est pas ça qui va dissuader, si vous voulez, les eurocrates. Hein. C'est pas en se rendant compte qu'ils se transforment de plus en plus en URSS que tout d'un coup ils vont se dire ah non, ils vont avoir vous voulez, un grand moment, si vous voulez, voilà, un sursaut de conscience. Hein. Imaginez les sursauts de conscience hein, de Friedrich Merz et d'Emmanuel Macron. Bon, donc voilà. Et puis surtout, à partir du moment où on a dit que ce qui condamne à l'échec le moment hamiltonien dans le cas de l'UE, c'est le risque de guerre. Ben, comment dire, à partir du moment où l'adhésion de l'Ukraine se ferait dans le contexte d'un accord de cessez-le-feu, bon, ben, pour continuer à parler de risque de guerre, il faut partir du principe que la Russie va nécessairement violer la parole qu'elle aura donnée au moment de l'accord de cessez-le-feu. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'effectivement, à un moment du discours, Orban a l'air de suggérer. Hein. Mais du coup, en fait, la vraie question, c'est de savoir dans quelle mesure la Russie aurait intérêt à violer, c'est-à-dire qu'elle le puisse. D'accord, oui, je veux dire, hein, tant qu'ils ont une armée, ils sont souverains, bon, voilà. Hier, ils vous ont dit que, mais aujourd'hui, ils considèrent que, et bon, ok. Mais la grande question, c'est la Russie, et on pourrait dire en fait Poutine. Hein, est-ce qu'il aurait, lui ou elle, est-ce qu'ils auraient intérêt à le faire? Est-ce qu'ils auraient intérêt à violer un accord de cessez-le-feu ou voire un pré-accord de paix? Enfin bon, ça c'est les minuties juridiques, mais donc après octroi de garanties européennes à l'Ukraine, est-ce que Moscou aurait intérêt à violer un tel accord? Et vous voyez que là, on revient en quelque sorte, j'allais dire, à l'affirmation au gros titre, hein, enfin, à ce qui aurait pu faire les gros titres, on va dire au moins dans les médias dissidents en France, si ce discours n'avait pas été si dramatiquement ignoré, à savoir que la Russie a remporté une victoire. Mais quel genre de victoire? Vraiment militaire ou plutôt politique? C'est-à-dire, est-ce que la victoire, ce serait pas la survie du régime Poutine? Et même s'il y a victoire militaire, au sens, finalement, comme on n'a pas vraiment de définition, hein, ça je le dis depuis le tout début hein, de la non-guerre en Ukraine, c'est qu'en fait, écoutez, la victoire de la Russie, oui, commencez par me la définir. Hein, à quel moment on considère que, ou à l'inverse, la victoire de l'Ukraine d'ailleurs, ça se juge, ça se vérifie à quoi? Si vous voulez, c'est quoi le gold standard hein, vous voyez, de la victoire militaire dans une telle situation, d'ailleurs qu'elle soit russe ou ukrainienne. Alors, si la définition, par exemple, de la victoire militaire russe, c'est que toutes les forces du monde occidental se sont coalisées derrière l'Ukraine, etc., et malgré tout, le front ne s'est pas effondré vers l'Est, hein, c'est-à-dire ils sont encore à peu près en gros, et même ils ont un peu avancé, bon, ok, donc c'est une victoire. Ok, moi je veux bien. Pourquoi? Pourquoi pas? On peut définir ça comme ça. Hein. Simplement, du coup, vous voyez, dans cette vision des choses, on voit pas très bien pourquoi après, il faut bien le dire, l'avoir échappé de peu, hein, Moscou déciderait le lendemain de remettre tout ça en cause, hein, de risquer à nouveau le tout pour le tout, et pour faire quoi? Pour arriver quoi? Pour arriver à la frontière polonaise et se trouver face à l'armée polonaise. Et c'est bon, voilà. Donc en fait, c'est à la lumière de
si vous voulez, de la problématisation des affirmations suivantes, hein, sur ce moment hamiltonien, etc., qu'on se rend compte à quel point ces deux affirmations, on va dire phares, hein, du discours concernant la guerre en Ukraine, sont pas à proprement parler contradictoires, mais ont, si vous voulez, entre elles une divergence potentielle qui fait une grande différence. Hein. Voilà. Et alors, la question qu'il me reste à soulever, bon, il y a plein d'autres aspects, hein, on en parlera donc avec les membres de la communauté post-occidentale au cours du débat qui suivra la mise en ligne de cet exposé, où on pourra notamment aborder, si ça intéresse quelqu'un, hein, c'est pas nécessaire, mais les aspects de politique intérieure. Hein. Bon, mais quand même la question que je voulais encore soulever dans l'exposé, hein, donc de façon publique, c'est, je dirais que celle qui se pose assez naturellement, c'est la question du pourquoi. C'est-à-dire, Orban est un génie de la politique, hein, et c'est un génie machiavélique. C'est un joueur d'échecs, c'est un grand préméditateur. En règle générale, il faut partir du principe que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est calculé très longtemps à l'avance et tout à fait prémédité. Donc, là, ça nous pose un problème, c'est que donc il sort quand même cette phrase sur le moment hamiltonien et sur l'Ukraine comme prétexte. Alors lui, rappelons-le, lui, il n'utilise pas le mot prétexte. Hein. Là, c'est du Schwartz, c'est déjà de l'interprétation. Mais bon, ça revient à dire ça. Hein, bon. Si les mots ont un sens, dire que l'endettement c'est pas un moyen mais une fin, ça revient à dire que finalement, ce qui se passe en Ukraine exactement, vous voyez, est-ce que la ligne de démarcation va être à l'est ou à l'ouest de Dnipro, bon, vous voyez, il y a quand même, au moins, on va dire potentiellement une contradiction assez patente, si vous voulez, avec les états antérieurs du récit orbanien, hein, avec son discours des 3 dernières années. Et la grande question, c'est pourquoi. Et donc pourquoi alors on pourrait suggérer une explication que moi je trouve un peu superficielle, hein, un peu psychologisante, et qui, à mon avis, revient à sous-estimer un peu Orban, à savoir, on pourrait le soupçonner d'avoir cherché à briller, hein, à faire preuve d'érudition géopolitique, dans la mesure où, il faut rappeler, c'était une sorte de, c'est très hongrois, hein, c'est un duel, mais où les deux participants ne s'écoutent pas. Donc ils étaient dans le même village, mais à des endroits différents, et ils ont chacun prononcé un discours, tous les deux ont été transmis en direct, hein, par les médias, au moins, enfin, YouTube, etc. Bon, mais donc c'est quand même une sorte de compétition. Et bon, il est bien évident que s'il y a un domaine dans lequel Peter Magyar, c'est pas le seul, mais on va dire vraiment le domaine dans lequel il est même difficile ne serait-ce que d'envisager de le comparer, hein, à Orban, c'est la politique internationale, la géopolitique, le big picture, si vous voulez. Hein. Peter Magyar, effectivement, on va dire que c'est, pour l'instant du moins, c'est vraiment un politicien provincial. Donc on pourrait comprendre de la part d'Orban, hein, la volonté, si vous voulez, de le rabaisser, de lui faire comprendre, et de faire comprendre au public hongrois, hein, à quel genre de choix il se prépare. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, vous m'avez moi, regardez-moi, écoutez-moi, hein, maintenant regardez-le lui, hein, écoutez-le lui, est-ce que vous êtes sûr de vouloir échanger votre lessive habituelle? Ouais. Bon, oui, d'accord. Ça déboucherait sur une sorte d'hypothèse que j'appelle l'hypothèse de la glissade. Hein, c'est-à-dire, il n'aurait pas forcément voulu le dire, et puis finalement il l'a dit, et puis bon. Et puis quand même, comme c'est un peu gênant malgré tout, ça ne se retrouve pas dans le résumé traduction en anglais sur le site gouvernemental. Bon. À mon avis, non. À mon avis, tout ça, je pense que ces discours sont en général écrits. Alors, ils ne donnent pas l'impression de réciter, parce qu'en fait, ce sont des notes, c'est un plan, si vous voulez. Donc, c'est un très bon orateur, hein, donc, qui réussit à donner l'impression de l'oral, même quand en réalité, tout est prêt, hein, à l'avance, hein, donc par écrit. Mais voilà, il improvise très peu. Donc, la glissade, moi, j'y crois pas. Hein.
Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où les fils se sont un peu touchés, si vous voulez, c'est que d'un côté, ils ont décidé de rendre le discours public, hein, parce que à cause de la pression, si vous voulez, de la campagne, et parce que il fallait que le chef montre à son camp qu'il mouille la chemise, hein, ouais, comme le but, si vous voulez, du pique-nique cette année, c'était de présenter son plan de victoire pour 2026, aussi de montrer que ce plan, cette stratégie, maintenant on en a suffisamment discuté. Hein, maintenant, on allume le live. Hein, maintenant, on invite toute la société hongroise à nos débats. Donc, il est trop tard. On n'a plus le temps pour les dissensions, pour les querelles, des discussions sur la détermination de la bonne stratégie, tout ça. Voilà, la stratégie, elle est fixée, elle est là, elle est devant vous. Et maintenant, vous appliquez. Et vous appliquez FISA et vous appliquez et vous ne traînez pas et vous ne vous endormez pas parce que mine de rien, voilà. C'est donc ce qui a amené à faire de ce discours un discours public, mais en même temps, l'inertie finalement de l'événement, hein, le fait que ce soit ce traditionnel pique-nique de Kötche, hein, du camp national, fait que, je pense, dans la tête d'Orban, il y avait quand même cette idée, ou cette habitude, quoi, cette idiosyncrasie d'essayer de recadrer, si vous voulez, son encadrement, hein, donc de recadrer idéologiquement son encadrement. Et moi, je pense, alors là, c'est de l'interprétation, c'est une hypothèse, je pense que l'une des tentations qu'il doit, déjà depuis un certain temps d'ailleurs, chercher à refouler, hein, à combattre dans les rangs de son camp, c'est la tentation de l'alignement. Hein. C'est-à-dire notamment depuis la brouille avec Varsovie, hein, depuis qu'il n'y a plus de soutien polonais, mais je pense, a fortiori depuis qu'on s'est rendu compte que Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est finalement, on dirait qu'il ne va pas tellement que ça se mêler, hein, de politique européenne, hein, que certains avaient pu le rêver ou l'espérer il y a encore un an. Et je pense que depuis lors, il doit y avoir, si vous voulez, dans les rangs, hein, du Fidesz, hein, concrètement, il doit y avoir un certain nombre d'officiers, même de capitaines, vous voyez, qui se disent que bon, peut-être que le moment serait venu de changer notre fusil d'épaule et, si vous voulez, d'aller à Canossa, hein, vis-à-vis de Bruxelles. Et donc c'est un moment où on peut comprendre qu'Orban est à cœur de rappeler à ses troupes que les eurocrates ne s'arrêteront pas avant la fondation des États-Unis d'Europe. Hein, sous-entendu, vous leur donnez ça, ils exigeront ça, et en fin de compte, malgré tous vos compromis, tous vos rapprochements, toutes vos concessions, vous allez valser, et c'est l'autre équipe, hein, qui va arriver aux affaires, parce que voilà, vous n'êtes pas bruxello-compatible dans un contexte d'officialisation de l'État européen. Ils vont pas s'emmerder à recycler du souverainiste hongrois repenti. Hein. Vous allez vous retrouver à la rue, dans le meilleur des cas. Donc, pas de concession. Hein. Et tout en, parce qu'il ne s'agit pas non plus de leur faire peur. Hein. Donc, tout en continuant, hein, à se présenter lui-même, Orban, comme un européiste. Hein. Donc d'où sa proposition dans ce discours, d'ailleurs pas reflété non plus tellement par le résumé traduction. Hein. Ça aussi c'est un détail intéressant. Sa proposition d'Europe en cercle concentrique. Hein. Que lui-même d'ailleurs dans le discours présente comme une vue de l'esprit. Hein. C'est-à-dire autant dire que en fait il n'y croit pas du tout. Bon. Alors ce serait quoi l'Europe en cercle concentrique? Bon, si vraiment ça intéresse quelqu'un, je l'expliquerai, voilà, pendant le débat. Et d'ailleurs, je mets ici un terme à cet exposé qui n'a duré que trop longtemps, et donc passons. Donc je retrouve sur Jitsi a priori les membres de la communauté post-occidentale pour débattre de ce qui vient d'être dit. Et donc je vous dis
non pas à eux d'ailleurs, puisque eux je les retrouve, mais aux autres, je dis comme d'habitude de circuler, puisque en dehors du moins de la communauté internationale, malheureusement, il n'y a rien à voir.